Juillet 1918. Dans une cave humide d'Iekaterinbourg, la plus puissante dynastie d'Europe est anéantie par les balles bolcheviques. Le tsar Nicolas II, la tsarine Alexandra, leurs 5 enfants. Une lignée de 300 ans s'éteint dans le sang et le chaos. Mais cette fin tragique n'était pas un hasard. Elle avait été annoncée, prédite, dans les moindres détails, non pas par un astrologue ou un diplomate, mais par un homme que la Russie appelait le diable saint. Grigori Raspoutine. Un paysan sibérien, mystique, guérisseur, débauché, dont le regard hypnotique a envoûté la famille impériale. 2 ans avant le massacre des Romanov, il écrivait sa propre prophétie, une sentence de mort glaçante. « Si je suis tué par des nobles, aucun membre de votre famille ne restera en vie plus de 2 ans. Comment un seul homme, venu des confins glacés de l'Empire, a-t-il pu lier son destin à celui de la monarchie la plus puissante du monde? Était-il un véritable prophète, un manipulateur de génie, ou simplement le symptôme d'un empire déjà en décomposition? Ce soir, nous ne nous contentons pas de raconter la légende. Nous allons déconstruire le code Raspoutine pour révéler la chaîne d'événements psychologiques et politiques qui a transformé une prophétie en une réalité sanglante. Tout commence en 1869, dans un village oublié de Sibérie. Grigori est un enfant de la terre, robuste, mais marqué par le drame. Un jour, lui et son frère Michel tombent dans les eaux glacées d'une rivière sibérienne. Michel meurt. Grigori, lui, survit miraculeusement à une pneumonie fatale. C'est le point de bascule. Il prétend avoir des visions de la Vierge. Il quitte sa femme et ses enfants pour errer de monastère en monastère. Le chemin spirituel de Grigori n'était pas celui des icônes silencieuses et des prières récitées. C'était charnel, intense, presque sauvage. Au cours de son pèlerinage, il serait entré en contact avec les Klisti, une secte mystique dont les rituels impliquaient des danses et des chants frénétiques jusqu'à l'épuisement. C'est dans cet environnement que ses visions se sont intensifiées. Ces visions n'étaient pas de simples images fugaces. Il les décrivait comme des tempêtes intérieures, des conversations directes avec les saints. Il prétendait être capable de lire les âmes, de percevoir les péchés cachés et les maladies invisibles de ceux qu'il rencontrait. Il opérait souvent dans un état de transe, comme s'il était le canal d'une puissance bien au-delà de lui. Mais ce n'étaient pas des révélations pacifiques. Il a entendu les cris d'enfants résonner dans une cave sombre et a vu l'ombre d'une couronne se dissoudre en poussière. Pour Raspoutine, ce n'était pas un don, mais une malédiction. Il est devenu convaincu que lui, un simple moudjik, était le seul à pouvoir se dresser entre cet avenir apocalyptique et le tsar. Sa philosophie? Il faut pécher pour pouvoir se repentir. Une doctrine qui l'entraîne dans des orgies mystiques et lui vaut une réputation de guérisseur au regard magnétique. En 1903, ce moudjik débarque à Saint-Pétersbourg. La haute société est fascinée. Mais sa véritable entrée dans l'histoire se fait par le sang. Le tsarévitch Alexis, héritier du trône, est atteint d'hémophilie. Les médecins sont impuissants. Raspoutine arrive au chevet de l'enfant, prie, et le sang s'arrête de couler. Pour la tsarine Alexandra, c'est un envoyé de Dieu. Pour les historiens, c'est le début d'une emprise psychologique fataliste. Raspoutine devient l'ombre du tsar. Il conseille surtout des finances aux nominations ministérielles. Il transforme une crise de santé familiale en une faille de sécurité nationale. Et pendant que la famille impériale s'enfermait dans son palais, la Russie elle-même était en hémorragie. La Première Guerre mondiale était un abattoir. Des millions de soldats mouraient au front, souvent sans fusil, sans munitions, envoyés à la boucherie par un haut commandement incompétent. La décision du tsar de prendre personnellement le commandement de l'armée en 1915
fut un désastre, laissant le gouvernement à la dérive à Petrograd. Dans les villes, le spectre de la faim grandissait. Des files d'attente interminables pour le pain se formaient dans les rues glaciales et les usines étaient paralysées par les grèves. Le tissu social de l'Empire se déchirait, fil par fil. Ce chaos au sommet était surnommé le saute-mouton ministériel. Guidée par les caprices et les prophéties de Raspoutine, la tsarine nommait et révoquait les ministres à un rythme effréné. Les hommes compétents étaient remplacés par des sycophantes et des mystiques, créant une paralysie gouvernementale qui alimentait les rumeurs les plus extrêmes. Pour le peuple affamé et les soldats désespérés, Raspoutine est devenu le symbole ultime de cette décadence. Un paysan débauché et analphabète qui, dans leur esprit, couchaient avec la tsarine d'origine allemande et vendaient leur pays à l'ennemi. À la Douma, l'Assemblée russe, des politiciens comme le fougueux Vladimir Pourishkevitch, un futur conspirateur, dénonçaient ouvertement les forces obscures qui étranglèrent le trône. La révolution n'était plus une menace lointaine, c'était une certitude. La seule question était de savoir quand et comment elle allait exploser. C'est dans cette atmosphère d'effondrement imminent qu'une poignée d'aristocrates a décidé qu'il fallait agir. La nuit du 29 décembre 1916 est glaciale. Dans son somptueux palais de la Moïka, le prince Félix Youssoupov attend, le cœur battant. Le sous-sol a été aménagé pour le piège. Des pâtisseries roses, lacées de cyanure, et des bouteilles de madère empoisonnées sont disposées sur une table. À l'étage, les autres conspirateurs, dont le grand-duc Dimitri Pavlovitch et le politicien Vladimir Pourishkevitch, écoutent de la musique sur un gramophone pour couvrir le bruit du meurtre à venir. L'attente est insoutenable. Enfin, Raspoutine arrive. Il est méfiant, mais Youssoupov le rassure, prétextant que sa femme, la nièce du tsar, les rejoindra plus tard. Le starets refuse d'abord les gâteaux, puis, à la surprise de Youssoupov, en dévore plusieurs. Il boit ensuite plusieurs verres du vin empoisonné. Les minutes s'écoulent. 1 heure, 2 heures. Le poison, assez puissant pour tuer 10 hommes, ne produit aucun effet. Raspoutine, simplement plus jovial, demande à Youssoupov de jouer de la guitare et de chanter des airs tziganes. La panique s'empare du prince. Prétextant un instant, Youssoupov montre rejoindre les autres conspirateurs. Ils sont incrédules. Le diable est-il réellement immortel ? La décision est prise. Il faut utiliser une arme à feu. Youssoupov redescend, le revolver du grand-duc dissimulé dans son dos. Il s'approche de Raspoutine, qui admire un crucifix en cristal et tire une balle en pleine poitrine. Le starets s'effondre avec un rugissement. Croyant leur mission accomplie, les conspirateurs se détendent. Mais alors que Youssoupov s'approche du corps quelques instants plus tard, l'horreur absolue se produit. Les yeux de Raspoutine s'ouvrent, injectés de sang et de fureur. Avec une force surhumaine, il se relève, attrape Youssoupov à la gorge et se traîne en hurlant vers l'escalier, puis s'échappe dans la cour enneigée du palais. « Félix, Félix, je dirai tout à la tsarine !» crie-t-il. C'est Pourishkevitch qui réagit. Il se lance à la poursuite de la silhouette titubante dans la neige et tire 2 fois. Raspoutine trébuche. Une 3e balle l'atteint à l'épaule. La 4e et dernière balle le frappe à la tête. Le diable s'effondre enfin pour de bon.
Les conspirateurs, tremblants et couverts de sang, enveloppent le corps dans un rideau, le laissent en de poids et le jettent dans les eaux glacées de la rivière Neva. Mais même la mort ne semble pas vouloir de lui. Lorsque son corps sera retrouvé quelques jours plus tard, l'autopsie révélera de l'eau dans ses poumons. Grigori Raspoutine respirait encore lorsqu'il fut jeté dans son tombeau de glace. Moins de 2 ans plus tard, en juillet 1918, dans la cave d'Yekaterinbourg, la prophétie s'accomplit. Nicolas, Alexandra et leurs 5 enfants sont massacrés par les bolcheviks. La contagion politique de Raspoutine avait fini par consumer l'Empire. Raspoutine n'était peut-être pas un sorcier, mais il était le symptôme d'une monarchie en décomposition. L'histoire de Raspoutine vous a-t-elle glacé le sang? Pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche, laissez un pouce bleu et dites-nous en commentaire, Raspoutine était-il un génie ou un imposteur? À très vite pour un prochain mystère.